Comment on fait? Je parle en français et tu traduiras un peu. In English, in French, in français. C'est Pierre Léon qui devait faire ce film. Pierre Léon, qui est peut-être un cinéaste que vous connaissez, que j'ai connu grâce à Paolo, grâce à Jean-Claude Biette, et amoureux de Barbara. Ils ont essayé de faire ce film pendant 8 ans. Il y avait déjà Jeanne dans leur fantasme, et puis ils n'ont jamais réussi à le faire, et puis ils en pouvaient plus. Ils s'étaient épuisés. Et du coup, ils m'ont demandé si, comme ça, un dîner, écoute, et si tu essayais toi, voilà. Ce qui n'est pas franchement un cadeau qu'on fait à un ami. Un biopic, une légende, vraiment en France, Barbara, et film d'époque, enfin, l'horreur, quoi. Mais voilà, il y avait Jeanne, et on n'avait pas fait de choses ensemble depuis très très longtemps, depuis le stade de Wimbledon. Et 3 pour cela veut dire que c'était avant. Là, c'est avant. Oui. Donc pour expliquer, Jeanne a été la compagne de... Oui, voilà, on a découvert le cinéma ensemble, et on n'avait pas fait de choses ensemble depuis 18 ans, alors voilà, c'est tout. Et du coup, comment faire? Mais tu as repris complètement le projet, parce que je ne sais pas du tout le projet initial de Pierre Léon. Non, de toute façon, Pierre Léon, pendant 8 ans, vous imaginez bien, pour trouver de l'argent, ils sont partis de quelque chose qui leur appartenait profondément, et peu à peu, l'économie du cinéma étant ce qu'elle est, on leur a dit qu'il fallait peut-être faire plutôt comme ci, plutôt comme ça, et puis ça s'est dilué totalement. Mais eux, ils s'étaient intéressés vraiment aux quelques années entre l'Écluse, les petits clubs de la rive gauche, où était Barbara, et quand elle passe aux grandes salles, où elle passe à Bobino. Voilà, bon, enfin, mais bon, voilà, c'était comment s'amuser avec le cinéma, surtout comment trouver un moyen que le biopic soit amusant à faire. C'est un peu plus que ça, hein. C'est un jeu de miroir permanent. C'est, je pense aussi, un film un peu sur toi. Évidemment, j'ai pas pensé, mais enfin, on n'y pense pas, mais il y avait... On ne connaît pas la vie de quelqu'un. Voilà, c'était ça, partir de ça. Juste avec Philippe Di Folco, s'amuser et se dire, en fait, un biopic, on ne connaît pas la vie de quelqu'un. Et essayer, du coup, en effet, d'avoir un miroitement avec Jeanne. Et du coup, je me serais pas amusé à faire un film autour de Barbara que je ne connaissais pas, que je n'ai jamais vu en concert, Jeanne non plus. Voilà, s'il n'y avait pas quelque chose dont on n'a jamais parlé, mais qui était des rimes, des analogies, des choses comme ça, un terrain de jeu musical. Et puis moi, mon travail, c'était d'essayer de créer un moyen qu'il y ait le plus de musique possible, sous toutes les formes possibles. Mais là, cette chose pas du tout originale du film dans le film, qui est vraiment banale, mais de mélanger 2 genres, ça devenait excitant. Oui, surtout ces transitions entre Jeanne et Barbara, tu vois, c'est quand même incroyable comme c'est réussi, tu vois, comment tu arrives à nous, quand même, on est complètement capté, tu vois, même, tu vois, et on croit presque absolument dans cette incarnation. C'est ça, on croit. On croit, alors le cinéma, ce serait ça. Et c'était s'amuser avec tous les modes d'incarnation possibles. Enfin, s'amuser. Vraiment, essayer de créer une espèce de chaloupe ou de virevolte musicale en passant par des modes d'incarnation. Comment
l'image d'archive peut être absorbée par la fiction ou l'inverse, la fiction qui montre des images d'archives sur un mur quand une actrice travaille. Des fois il y a un tricotage avec la vraie Barbara, des fois... Voilà, c'était vraiment comme faire tourner des tables, enfin un truc de spiritisme en fait. Un truc de Victor Hugo et de se demander... on ne savait pas chaque matin si l'esprit de Barbara, quand est-ce qu'elle allait apparaître? Est-ce que c'est quand je filme juste Jeanne en documentaire? Est-ce que c'est quand il n'y a plus de film dans le film à la fin et qu'on est dans sa maison et il n'y a plus de Brigitte, il n'y a plus de... Peut-être on y croit, ou est-ce que c'est quand on entend... J'avais l'impression que ça pouvait passer par la musique, les mots de ces chansons. Et puis... Oui. Des sensations. Et tu l'as fait le film, c'était pas un scénario complètement écrit, c'était quelque chose qui venait où déjà tous ces jeux d'aller-retour, de mémoire, etc. étaient déjà dans le scénario d'origine. Oui, ça y était, parce que techniquement, il fallait savoir un peu, notamment quand on mélange, en effet, avec ce document de Gérard Vergès, où on la voit par exemple dans la voiture en train de tricoter et s'amuser sur le parrain, ou dans la loge avec les autographes, ou quand elle parle avec l'accordeur de piano. Non, il fallait savoir. Bon, j'avais pas appelé ça scénario, disons, j'avais appelé ça outil de travail. Mais en fait, du coup, c'était gros comme ça. Donc l'équipe avait... Il y avait beaucoup de choses. Ça me permettait de... J'étais devenu une espèce d'éponge avec Philippe Di Folco, avec qui j'ai écrit. On était tellement imbibés de Barbara qu'on pouvait remplir le plan. Et Jeanne, elle, au contraire, elle est passée par la musique. Elle a travaillé que la musique. Elle ne voulait pas regarder des archives, des machins, des trucs. Elle disait, non, moi c'est la musique, elle travaillait la musique. Chercher les paysages harmoniques de Barbara, s'amuser et du coup pouvoir... elle n'est pas du tout musicienne, c'est une actrice qui chante, mais c'est une actrice qui chante. Donc voilà, et elle a pris des milliers de mots de Barbara, d'interviews, de choses, et donc voilà, partir sur des prises de 20-25 minutes aussi, ce qui est une chose qu'on peut faire avec Jeanne, pour que du coup, c'était un peu libérer quand même cette prison qui est le biopic pour les acteurs, où il s'agit de ressembler, tu vois. Et si tu fais des prises très très longues, à un moment donné, forcément, l'acteur, l'actrice part dans des zones beaucoup plus flottantes, où peut-être c'est Jeanne, peut-être... Voilà. Et ça permettait... C'est ça qui m'excitait, c'est vrai. Tout en appelant le film absolument Barbara, et que pour les barbarophiles, il n'y a pas un petit détail qui n'est pas Barbara. Et tout ce que vit Brigitte sont en fait des choses que vivait Barbara. Enfin, voilà, c'est... Bonsoir. Pour moi, vous parliez de la croyance, enfin, du fait de croire. Pour moi, c'est aussi un film sur le vertige de la croyance. Et je trouve ça très touchant ce que vous dites de l'idée que vous êtes parti d'une impossibilité, que vous n'y arriveriez pas. Et quelque part, on voit aussi Brigitte se dire qu'elle ne va pas y arriver. Donc ça me touche énormément de me dire que vous y arrivez brillamment, justement parce que vous êtes parti de l'idée que vous ne pouviez pas le faire. Et ma question était, il y a des moments où on voit Barbara, d'autres moments où on voit Brigitte, d'autres moments où on voit Jeanne Balibar. Et il y a certainement des plans volés, entre guillemets. Non? En tout cas, ma question c'était, j'ai l'impression que filmer un acteur, c'est aussi parfois lui voler quelque chose, donc qu'il est consentant de nous donner. Et je me demandais comment vous parveniez à vous voler des choses à vous, quand vous vous mettez en scène. Oui, le film s'est fait évidemment en complicité, enfin c'est même pas complicité, c'est un mot triste, complicité, mais
voilà, on joue tous ensemble. Donc, il y a peut-être 2-3 moments qu'on va appeler du documentaire pour aller très vite, c'est quand par exemple Jeanne, enfin Brigitte, disons, pour vous c'est Brigitte, doit enregistrer Chapeau bas en playback, enfin elle est dans un studio à Ferber, et bon là oui, là c'est Jeanne, quand elle fait merde et tout ça, c'est Jeanne. Et Perani aussi, enfin, c'est vraiment Perani. Vous savez, voilà, ça fait partie du film. Quand je filme Jeanne avec ce masque blanc, parce qu'il fallait mouler entièrement le visage pour voir comment on pouvait inventer quelque chose d'un nez ou pas, je trouvais ça tellement beau que je me suis dit, il faut y aller avec une caméra, il faut filmer ça. Bon. Mais... Oh, vous avez dit des trucs super bien au début, du coup, j'ai oublié. Ça, ah oui, voler des choses à moi, non, c'est une catastrophe. On s'est débrouillé, du coup, avec Jeanne, pour se dire, c'est pas Jeanne et moi, et inventons-nous des personnages, faisons de Jeanne une espèce d'actrice qui a l'air d'avoir une immense carrière anglo-saxonne, avec des agents et des publicistes, des grands appartements, et qui s'habille comme Rihanna, voilà, elle est vraiment partie de Rihanna pour s'habiller, et voilà, pas Jeanne, quoi. Mais peut-être des fantasmes de Jeanne aussi. Donc, du coup, moi, alors je ne sais pas pourquoi, c'est un problème, maintenant je joue dans mes films, et à chaque fois, je me tape dessus, je deviens le plus ridicule possible, le plus enfermé possible, et là, ben, du coup, je suis teint en rouge, j'ai fait ce type. Je pensais en fait aux fétichistes. Pourquoi les fétichistes n'auraient pas accès à quelque chose, tandis que les actrices ou acteurs ont accès. C'est pour ça que je voulais qu'il reste à la porte à la fin. Il ne peut pas rentrer, il ne rentrera pas. Elle arrive à quelque chose, par la musique sûrement, par le corps. Un fétichiste, c'est compliqué. C'est aussi une relation de projection de cinéma. Voilà. Voilà, je suis parti du nécrophile, même, pour tout vous dire, quand j'imaginais ces nuits. Et parce que Barbara pouvait inspirer ça, aussi. Ouais. Voilà. Et l'impossibilité du film, c'était aussi, évidemment, Barbara est inimitable. Inimitable. On ne peut pas. Je ne pouvais pas imaginer un film où il n'y aurait pas aussi le plaisir d'entendre la voix de Barbara. Ce rubato, cette chose absolument inimitable. Mais je ne pouvais pas enfermer Jeanne dans une prison qui était l'ennui de devoir faire du playback pendant 1h30 sur la vraie voix de Barbara. Et du coup, cette chose toute simple a permis d'accumuler les plaisirs au lieu d'avoir que des pièges. Et du coup, on ne lui en veut pas trop à l'actrice en tant que spectateur. Parce qu'elle n'est pas Barbara. Elle fait ce qu'elle peut. Donc du coup, je crois qu'on lui donne plus, on a une empathie, parce qu'on voit quelqu'un au travail. Et ça, oui, filmer les gens au travail, je sais pas, c'est un truc que j'aime bien faire. Ouais. Mais si tu fais ce projet, il t'a pris combien de temps? C'est quand même un travail étonnant, tu vois, c'est quand même un travail de Jeanne absolument tu vois, unique, si tu veux. Et c'est un projet que, en plus, tu as dit que tu ne connaissais pratiquement pas Barbara, donc tout ça, pour s'approprier tout ça, pour être aussi juste aussi, de ne pas, pour que on sait qu'on touche à quelqu'un, un monstre sacré, donc il faut cette justesse, et comment tu peux te permettre cette liberté, c'est ça qui est la chose la plus étonnante, risquée, parce que c'est un film d'un risque inouï, tu vois. Alors le risque, on n'y pense pas du tout. Je crois que c'était simplement, je me mets spectateur de quelque chose,
Et tu fermes les yeux et tu as l'impression d'avoir soit déjà vu ça, soit que c'est pas intéressant, soit que c'est pas musical. Voilà, donc c'est une espèce de dégoût. Et puis, pendant 3 ans, oui, voilà, je me promenais dans la vie de Barbara avec Philippe Di Folco, et comme on n'arrivait pas à écrire, eh ben, on est devenus des historiens. Et j'ai pas fait d'études beaucoup, donc il y a un plaisir, je me noie dans le plaisir de l'étude, de tout savoir, tout lire, tout chercher, trouver des documents que personne ne connaît, devenir documentaliste, voilà. Mais ça c'était parce qu'on n'arrivait pas à écrire. Mais du coup, toute cette matière, eh ben, j'ai pu l'oublier pendant que je tournais. Et puis le fait qu'on a dû tourner très vite, ça aide aussi beaucoup. On a tourné le film en 6 semaines de 5 jours. Donc voilà, ça fait qu'avec une préparation de 6 semaines, enfin une préparation payée, disons, des gens, tu vois. Après, tu parles, Jeanne, elle a travaillé pendant 2 ans, comme ça, mais parce qu'elle avait envie d'être dans la musique. Et voilà, et du coup, ce que j'aime bien faire dans ces cas-là, c'est, ben, tu le sais, pour la Chambre Bleue aussi, j'ai fait comme ça, c'est-à-dire, du coup, tourner 5 semaines. Le monteur commence depuis le début du tournage, on se rejoint ensemble pour monter quelque chose. C'est l'horreur, c'est juste l'horreur, c'est une catastrophe, tu restes au lit, c'est affreux. Mais il te reste 5 jours de tournage, il te reste 1 semaine de tournage que tu as gardé. Et du coup, voilà, les 5 jours à la fin semblent devenir complètement naturels, en fait, voilà. C'est ça, bon, quand tu as peu de temps de tournage, j'aime bien garder un tout petit peu de temps de tournage après. Bonsoir. Hier, en fait, Cronenberg expliquait à quel point c'est difficile encore de monter un film, en tout cas aux États-Unis. Et ma question, c'est quand on fait un projet comme ça, est-ce qu'on le fait pour soi? Est-ce qu'on le fait pour gagner de l'argent? Est-ce qu'on a beaucoup de mal à monter ça? Voilà, c'est ma question parce que je pense que même si Barbara est un monstre de la musique, c'est quand même quelqu'un qui reste une référence, surtout pour les francophones. Et quel est l'abordage pour l'exportation du film, du coup? Je l'ai fait pour moi, mais pour Jeanne, c'est sûr, avant tout. Ça a été très difficile à monter parce que c'était pas tout à fait un biopic. Et donc, il aurait été certainement beaucoup plus facile. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit l'ayant droit, le merveilleux Bernard Serre, qui est le neveu de Barbara, qui est au restaurant le premier jour où je le rencontre, me dit, moi le biopic, je vous le fais en 2 coups de cuillère à peau. La petite fille juive violée par son père, qui pendant la guerre et qui trouve l'amour grâce à son merveilleux public, il en est hors de question, elle n'aurait pas supporté ça. Voilà. Bon, là voilà, là au moins on avait une espèce de morale, parce que pourquoi le biopic souvent peut être associé à une leçon morale de vie, non? Quelque chose comme ça, où on va filmer la vie d'une sainte. De faire de Barbara une sainte, c'est absolument possible. Je veux dire, tout ce qu'elle a fait, elle a porté les malheurs du monde, elle a tout donné d'elle, pas que dans la musique, mais pour le sida, pour les violets bosniaques, pour les prisons, c'est fou, voilà. Donc c'était compliqué de ne pas en faire une sainte parce que ça ne lui aurait pas plu. Voilà. Donc aller plutôt vers la fantaisie. Mais bon, j'ai fait le film, on a fait vraiment l'énergie, c'était. Et après, vous avez une équipe, quoi. Donc ça, c'est bien. Comme le cinéma est une industrie, ça aide beaucoup. Parce que quand vous dites aux gens, aux amis, je tourne à telle date, vous savez qu'ils vont refuser d'autres films. Il faut les faire travailler, quoi. Et ça c'est très bien aussi, le côté patron d'entreprise qu'il ne faut pas... putain. Tu leur as demandé d'être libre à ce moment-là, il faut leur donner quelque chose à faire, quoi. Et le film est vendu à l'étranger. Il y a genre 15 pays.
va sortir début janvier au Portugal. Il sort un peu plus tard en Espagne. Des pays étonnants, le Chili, la Corée du Sud, le Japon. Elle était connue au Japon un peu. Enfin, l'Australie, Nouvelle-Zélande. Non, il y a de tout, le Brésil. Bon. Non, ça va. Mais après, voilà, c'est pas du tout un... tu te débrouilles avec ce que tu as. Ça, c'est toujours formidable. Bonsoir. Alors d'abord, merci pour toute cette musique. Et ma question était musicale aussi, peut-être plus légère, moins cinématographique. D'où vient ce morceau final de l'accordéon? Et pourquoi finir le film avec ça? À chaque fois que je mets Barbara, je suis accusée d'un certain mal de vivre, au mieux d'une nostalgie. Et je me disais, tiens, je vais essayer de le convaincre que c'est pas que ça non plus. Et en même temps, cet accordéon m'a ramené à ça. Donc je voulais savoir pourquoi vous avez choisi de clôturer avec ça. Ça me semblait absolument impossible de finir avec une chanson où elle chanterait. Parce que c'est pas tout à fait un biopic, etc. Et que d'ailleurs très très souvent dans les biopics, c'est assez bizarre, il y a la vie, la personne très âgée, voilà, qui meurt, etc. Et puis après, au générique, t'as souvent le tube de quand elle était jeune, tu sais. Soit je finissais en silence, c'était impossible de choisir une chanson, impossible. Et je partais de cette chose qu'elle disait souvent, Barbara, qu'une chanson c'est des la la la. C'est pour ça que j'ai plutôt pris Je ne sais pas dire comme chanson qui se construit à partir du mauresque de Dvorak au début. Parce que ce qui est très drôle, c'est qu'on dit le piano ne le dira mieux que moi. Et ça, c'est tout le travail qu'a fait Jeanne avec Vincent Leterme, avec des musiciens, et tout d'un coup de lui montrer les sources de Chopin, les sources de Schubert, de Debussy. Et là, tout d'un coup, tu t'aperçois que dans Je ne sais pas dire, c'est humoresque de Dvorak, mais c'est exactement ça. Bon, mais oui, peut-être Pierre, voilà. Aussi parce que les la 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 chanson Pierre, bah, j'arrivais pas, je sais pas, ça n'avait pas de sens. Et c'est le merveilleux Vincent Perani, qui est donc un accordéoniste assez stupéfiant, aussi compositeur, improvisateur. Et voilà, je lui ai montré des images, et c'est lui aussi qui a improvisé, par exemple, sur les plans du film de Jacques Brel, qui s'appelle France, quand on voit ce char à voile. Et là, je lui ai dit, je sais pas, pense plutôt à l'accordéon de Amsterdam, enfin des chansons de Brel, plutôt qu'à l'accordéon de Jos Baselli ou Romanelli, qui était l'accordéoniste de Barbara. Et voilà, et en fait, ça y est, ça me revient, lors des moments un peu documentaires comme ça, dans le studio Ferber, à un moment, j'ai juste dit à Jeanne, va t'asseoir à côté de Vincent et demande-lui une chanson. Juste demande-lui une chanson. Et on l'a filmé, ça. Et ce son, on l'a gardé. Ça vient de là. Il lui joue quelque chose. Et voilà. Et après, il a recherché comme ça, autour de... qu'il y ait des sautes, comme, voilà, que ce ne soit pas que le mal de vivre, parce qu'il ne faut pas oublier que le mal de vivre finit par la joie de vivre, et que c'était, j'espère qu'on le sent un peu, une des femmes les plus drôles du monde. Et voilà, du coup, je lui ai demandé aussi qu'il y ait des sautes, quoi. C'était difficile de finir par l'Aigle Noir, ou de finir par Nantes, ou par... Enfin, vous voulez que vous restiez ensemble dans ce mensonge consenti, que, comme dit l'assistant, à un moment, la vraie va pas. Au bout de la maison, quelque chose comme ça. Et que donc c'est juste des sonorités, un peu slaves aussi, un peu, qui était une de ses grandes sources, et Perani aussi.
il va être là avec nous aussi dans, je pense que c'est après-demain, c'est ça? Alors demain, il y a une autre projection. Ah oui, c'est jeudi. Monumental, salle 1. Salle 1, avec ces 3 films qu'on a appelés 3 films musicaux, qui autour d'une autre Barbara, des films, de Barbara Hannigan, et aussi autour de John Zorn. Donc, explique un peu. À chaque fois, c'est des accidents, des cartes blanches, des commandes, des amitiés. Voilà, il se trouve que l'Opéra de Paris a créé un nouveau site web qui s'appelle La Troisième Scène. Ils ont demandé à des gens de tous horizons, des plasticiens, des architectes, des écrivains, mais des gens qui font des films, une carte blanche, il fallait faire quelque chose. Bon, voilà. Et je me suis intéressé juste à la voix, d'où sort une voix dans un corps. C'était avant de filmer Barbara. Et c'est comme ça que j'ai pu filmer une soprano qui s'appelle Barbara Hannigan, qui chauffe sa voix. Voilà, on avait fait ça. Et le film de Zorn, c'est un film qu'on va continuer toute notre vie. Donc je suis déjà en train de monter le 2e. Ça fait 8 ans comme ça que je filme des choses sans penser faire un film. Ça devait être pour Arte et ça m'embêtait parce que je trouvais ça, je sais pas, ça. Donc en fait je filmais pour le plaisir. Et on a monté quelque chose qui sont montrés que lors de ces concerts, lors des concerts de Zorn. Et voilà, donc ce que vous allez voir a été très très peu montré, juste là, à Sarajevo, où il faisait un marathon musical. Et on est déjà en train de monter la suite, parce que je continue à le filmer. Et ça, ce sera montré à Lisbonne, fin juillet 2018, parce que John Zorn vient faire, et peut-être le directeur du festival est là, oui? Non, il n'est pas là. Bon. Ah, il est où? Ah, c'est vous. Bonjour alors. Et donc, Rui invite John Zorn tout fin juillet pour un marathon, et il y aura un 2e film autour de John Zorn. Voilà. Et il y a un autre film ensuite autour de Barbara Hannigan qui est dans son disque. Il n'est visible que dans son disque qui s'appelle Crazy Girl Crazy, qui vient de sortir, et c'est un CD DVD chez Alpha. Et elle est aussi chef d'orchestre, donc c'est un peu un poème de 20 minutes sur ce qu'elle appelle ce cercle de 360 degrés d'être chanteuse donc face au public, et puis d'être chef d'orchestre face à l'orchestre, et ce cercle musical. Voilà. Oui, voilà, c'est des films que je produis tout seul. C'est très agréable, et je filme tout seul. Je fais tout seul. Enfin voilà. Et c'est bien. Bon, merci. Et ces films-là ont certainement influencé, sans que je m'en rende compte, comment on a eu envie de filmer la musique dans ce film-là. Ça, c'est sûr. Bon, merci Mathieu, et on va le rencontrer encore. Merci beaucoup.